Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans, j'ai souffert de dépression et j'ai eu un traitement, c'était le Zoloft. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 33 ans et je souffre depuis 2008 de troubles paniques avec agoraphobie. Donc pour expliquer un petit peu, c'est des crises de panique qui viennent avec ou sans raison. Et le trouble panique, c'est vraiment la peur d'avoir peur, donc c'est la peur de refaire une crise, donc c'est assez handicapant au quotidien. Bonjour, je suis Jérémy, j'ai 34 ans et je souffre de schizophrénie. Je suis suivi par un psychiatre depuis l'âge de 12 ans et j'ai commencé à prendre des médicaments contre cette maladie à 14 ans. Je peux me présenter, je m'appelle Elisabeth, j'habite en bordure de Monaco. Alors, je m'appelle Guillaume Laurence, je suis infirmier en psychiatrie. J'ai un diplôme d'état d'infirmier, c'est plutôt par mon expérience en stage, en formation et ensuite professionnelle qu'on peut parler de qualification infirmier psychiatrique, mais elle se fait sur le tas. Ce n'est plus comme avant où il y avait un diplôme d'ISP qui était vraiment spécialisé au sens strict en psychiatrie. Donc moi j'ai un diplôme d'état, j'ai pu avoir une expérience professionnelle déjà dans la ville de Lyon où j'ai passé mon diplôme. J'ai travaillé dans l'hôpital psychiatrique du Vinatier. J'y ai travaillé 3 ans pour ensuite revenir dans ma région de cœur, ma région, je suis natif, c'est-à-dire sur la ville de Nice. Et j'ai ensuite été recruté par l'hôpital Sainte-Marie. Bien, bonjour, pour me présenter, donc je suis le docteur Frédéric Comparon. Je travaille depuis 3 ans à l'UPPM de la Roseraie, c'est l'unité de psychiatrie, de psychologie médicale où on s'occupe un petit peu de tout ce qui serait la psychiatrie à l'extérieur de l'hôpital. Donc ça a commencé en 2008 quand j'avais 23 ans. Et donc ça perdure aujourd'hui, j'en ai 33, donc ça fait 10 ans. Alors j'ai eu divers traitements qui ont la plupart eu pas mal d'effets secondaires et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et en fait, je l'ai eu à une période de ma vie où j'ai pas vraiment senti de différence parce que j'avais déjà pas mal de changements en cours dans ma vie. Et du coup, en fait, ce qui m'a le plus aidé, c'est les changements qui étaient en cours à cette période-là. Après, voilà, je peux pas dire qu'il y ait eu des symptômes graves liés au traitement. Donc en fait, je peux pas dire que ça m'ait fait du bien, mais je peux pas dire non plus que ça m'ait fait du mal. Moi, la maladie qui a été déclarée avant, c'était la bipolarité. Donc j'ai ça normalement, mais je suis arrivée à vivre quand même avec et à continuer ma vie quotidienne malgré ça. Donc un des premiers qui m'ont donné dans l'hôpital pour enfants encore, j'ai ma première hospitalisation à 14 ans, on donnait du Risperdal que j'ai eu jusqu'en 2008, donc jusqu'à 23 ans. De 14 à 23 ans, j'ai eu du Risperdal. Oui, en effet, les patients me font part des symptômes liés au traitement. Par exemple, lors d'entretiens formels, c'est vrai aussi, on va dire entre deux portes, lorsque le patient le désire, parfois dans un contexte informel. Ils peuvent aborder les effets secondaires qu'ils ressentent. On les encourage à les verbaliser et à venir nous trouver s'ils ressentent quelque chose d'inhabituel. Alors oui, bien entendu, je préviens des effets indésirables des médicaments que je prescris aux patients, des effets secondaires peut-être les plus fréquemment ressentis et les plus graves, bien sûr, ceux qui nécessitent par exemple une surveillance biologique ou clinique. On est parfois obligé de faire des ECG ou des bilans biologiques réguliers pour la surveillance. Et cela même, je dirais même chez les personnes hypocondriaques, chez qui on pourrait penser que ça les ferait fuir, mais non, paradoxalement, ça les rassure plutôt. Voilà. Nous devons essayer d'être dans une relation de confiance réciproque entre le médecin prescripteur et son patient. Donc en 2008, j'ai eu une grosse crise d'angoisse. Au début, j'ai pas forcément mis les mots sur ce qui m'arrivait. Et puis donc j'ai consulté d'abord un généraliste,
après un psychiatre et donc voilà, on est venu à ce diagnostic-là. Donc j'ai été hospitalisée, donc en 2008, j'ai été hospitalisée pendant 6 semaines. Et là, on a commencé à mettre en place plusieurs traitements. Donc j'ai pris du Séroplex comme antidépresseur. J'ai aussi pris du Risperdal qui était un stabilisateur d'humeur et du Xanax, un anxiolytique. Donc voilà. Alors, il y avait divers effets secondaires, donc notamment la sécheresse oculaire. C'était une époque où donc j'étais au lycée et l'ophtalmo m'avait conseillé de mettre des lentilles, que c'était plus pratique. Et c'est vrai parce que avec les lunettes en haut et en bas, on a des marges, disons, où on ne voit pas. Avec les lentilles, on voit comme si on voyait bien. Du coup, j'ai essayé ça pendant 6 mois ou 1 an, mais le docteur a fini par me dire, écoutez, avec votre traitement, les yeux sont secs, vous ne pouvez pas avoir de lentilles. Donc j'ai dû me contenter des lunettes. Mais en tout cas, ces changements ont fait que voilà, petit à petit, en fait, la dépression, j'ai réussi à la surmonter. Je suis bien entendu sous traitement médical que je suis régulièrement. Donc ce traitement m'a quand même aidé tout au long de ma jeunesse et maintenant à tenir le coup. Mais c'est parfois quand même difficile en fonction des aléas de la vie. Certains symptômes qui vont être incriminés par le patient qui prend le médicament, au médicament qu'il prend, incriminés au médicament, peuvent en effet être dus à la maladie elle-même. Par exemple, des troubles cognitifs, dans la schizophrénie, une fatigue extrême, une baisse de la libido, une constipation. On voit souvent ça dans les dépressions. Et le patient a tendance à dire que c'est de la faute du traitement, alors que c'est souvent un symptôme parmi les autres de la maladie. Il est donc important que le médecin prescripteur clarifie les choses pour améliorer l'alliance thérapeutique et l'observance médicamenteuse. Alors il y a un terme un peu compliqué qui est l'anosognosie, c'est la non-conscience des troubles que l'on présente, qui est un symptôme fréquent dans certaines maladies psychiques où le jugement est altéré. Donc ça peut en effet faire penser au patient que les symptômes qu'il a sont dus aux médicaments plus qu'à une maladie qu'il ne pense pas avoir. Voilà, ce discernement, cet insight, on appelle ça l'insight aussi, ça peut être amélioré dans des groupes de travail ou avec l'éducation thérapeutique, et ça permet alors une meilleure alliance aux soins. Ça me donnait pas mal d'appétit aussi, j'ai pris du poids de manière raisonnable, je dirais. De manière raisonnable, je vous parlerai plus tard de notre médicament qui vraiment ça a été la catastrophe. Mais bon, j'avais quand même pas mal d'appétit. Après fatigue intense, Risperdal, il me faut, c'est encore vrai aujourd'hui, je vous en parlerai, mais il me faut environ 12 heures de sommeil par nuit, plus si possible des siestes aussi. Là, le Risperdal, donc j'étais encore au lycée, donc il m'avait dispensé de sport, parce que les heures de sport, c'était souvent le mardi ou le vendredi, de 10h à midi. Du coup, je rentrais chez moi pour dormir. Je dormais entre midi et 2. Je rentrais chez moi, on habitait à côté de l'école, donc c'était pas gênant. J'ai assez bien toléré le Séroplex, sauf qu'il me donnait quand même beaucoup faim. Ça m'a vraiment ouvert l'appétit. Faut dire qu'à cette époque-là, je faisais donc 1m65 pour 45 kilos. Ensuite, le Risperdal, pour réguler mon humeur, je l'ai très très mal toléré parce que j'ai pris 55 kilos en moins d'1 an. Et le Xanax faisait un peu l'effet qui contrait un petit peu mes crises d'angoisse, mais ça me donnait beaucoup de somnolence et surtout une grosse addiction. Donc j'ai vraiment une fatigue très très intense qu'aucun sommeil ne semblait combler. Disons, j'avais beau dormir 12h, 14h, j'étais quand même fatigué. Donc c'était pénible parce que du coup l'activité éveillée était très réduite. Voilà. En fait, je pense que la dépression a dû commencer autour de mes 9 ans. Après, voilà, à 9 ans, on ne se rend pas forcément compte que c'est de la dépression. Donc c'est petit à petit, en fait... il y a des détails qui ont fait que je me suis dit, en fait, il y a vraiment quelque chose. Et au début, voilà, je me disais, bon, ça va passer.
Voilà, moi, les problèmes au niveau des médicaments, c'est que ça me donne assez souvent des crampes dans les muscles. Donc j'ai un peu de problèmes musculaires, mais donc ils sont pas irréversibles. Il faut simplement que j'ai une certaine hygiène de vie et par exemple prendre mes médicaments à des heures régulières et surtout conserver mon hobby qui est la marche. Je marche énormément et ça, pour moi, c'est très bénéfique. Oui, j'attends bien sûr que le patient me donne un retour du traitement que je lui prescris. Et j'écoute attentivement ce qu'il m'en dit parce que, ne l'oublions jamais, c'est lui le premier concerné. C'est lui qui prend le médicament, c'est lui qui est atteint de la pathologie, c'est lui qui est en souffrance quelque part. Donc il faut savoir être attentif à ce qu'il peut nous dire, nous apporter comme élément. Mais parfois, la balance entre les bénéfices apportés par le traitement et les effets indésirables qu'ils peuvent engendrer cette balance penche largement en faveur des bénéfices escomptés. Et je me permets alors d'insister, car on n'a pas toujours le choix. Alors, c'est vrai que dans ma pratique en psychiatrie, les effets secondaires majoritaires sont liés au traitement neuroleptique. Donc, liés au traitement neuroleptique, on est souvent sur les mêmes choses qui reviennent. Souvent, ils parlent des effets secondaires concernant leur libido, concernant la constipation, concernant aussi des potentielles baisses de tension, l'hypotension orthostatique dans son terme. Je dirais aussi qu'il y a pas mal de patients qui ont des neuroleptiques, plutôt des neuroleptiques sédatifs, vont ramener des problèmes de somnolence, de baisse de vigilance, un état un peu trop léthargique pour ce qu'ils aimeraient. Voilà, c'est principalement ce genre d'effets secondaires qu'ils nous rapportent. Des manies un peu, c'est vrai que j'ai commencé à me mettre à avoir des impatiences, à tourner en rond un peu autour de la table dans la salle à manger. Donc mes parents voyaient ça, ils disaient mais on voit que t'es malade. Enfin, ils disaient pas ça comme ça, mais ils disaient quand tu arrêteras de tourner tout ça, c'est que tu seras guéri. Parce que moi je voulais arrêter les médicaments, je voulais arrêter l'hospitalisation, tout ça. Et ils me disaient non, tu vois, t'as des soucis. Par exemple, un truc tout bête, mais quand je sors de l'ascenseur de chez moi, il faut absolument que je touche la poignée de ma porte avant que la porte de l'ascenseur soit refermée. Des petits trucs comme ça c'est des petites manies qui font penser un peu à un film avec Jack Nicholson, voilà, où il a tout plein de manies. Là c'est pareil quoi, comme fermer peut-être à clé 5 fois dans la porte. J'ai pas mal de petits trucs comme ça où je marche, par exemple si je marche et qu'il y a des carreaux, je veux pas empiéter sur 2 carreaux, je veux vraiment être dans le carreau complet, et le carreau complet je marche bizarrement, voilà, des petites choses comme ça. Et donc du coup, après avoir pris tout ce poids, donc 55 kilos, on a revu avec le médecin parce que lui, il n'était pas vraiment pour me changer le traitement. Donc du coup, on a rediscuté ensemble et en fait, après, il m'a enlevé totalement le régulateur d'humeur. Donc je suis restée avec seulement l'antidépresseur et l'anxiolytique. Mais les angoisses étaient toujours présentes, donc on a changé beaucoup de fois d'antidépresseurs. Donc j'ai eu au début j'ai eu le Séroplex, après j'ai eu le Cymbalta, après j'ai eu du Zoloft, j'ai eu du Prozac. Je suis très sujette aux effets secondaires, donc par exemple le Cymbalta me faisait, je vomissais tous les jours en fait pendant 3 semaines, ça a été non-stop plusieurs fois dans la journée et surtout il m'a détraqué la tension, donc j'ai commencé à souffrir d'hypertension sévère, je suis montée jusqu'à 21,15 et j'avais pas de symptômes en fait, je sentais pas que ma tension artérielle montait, donc là ils se sont aperçus que c'était quand même très dangereux, donc on m'a de nouveau enlevé le Cymbalta pour me mettre encore un autre antidépresseur, et du coup j'ai un traitement pour l'hypertension que j'aurai à vie, donc à cause de ça. Après, donc, voilà, les tremblements, alors ça c'est catastrophique, j'avais énormément de tremblements, pour manger, je l'ai montré dans un film que j'ai fait sur la schizophrénie, des pâtes, c'était catastrophique parce qu'il y avait le 3/4 des pâtes qui finissaient dans l'assiette et pas dans la bouche. Pareil pour le riz, tout ça, beaucoup de tremblements, c'était très dur, très pénible.
Les impatiences, voilà, j'en parlais, ce besoin de marcher. Je me souviens une fois, j'étais hospitalisé donc, à l'hôpital de Monaco et à 2h du matin, j'avais des impatiences. Je me suis levé, je marchais dans les couloirs, les infirmières on dit c'est pas le moment, il faut aller vous coucher et tout. Vraiment, je pouvais pas, c'était des impatiences infernales, quoi. C'était infernal, je pouvais pas tenir allongé, je pouvais pas. Le cinéma, c'était très dur, un film de 2 heures et rester, alors je bougeais les jambes et tout, mais c'était vraiment atroce, c'était atroce, ces impatiences. Eh bien, à un certain moment de ma vie, j'avais des gros problèmes de tristesse, hein. Je me sentais triste et dépressive. Donc, les médecins qui m'ont vu s'en sont aperçus. Ils m'ont donné à l'époque le traitement qui était possible de prendre. Et je me suis toujours conformée notamment à ce que me disait mon psychiatre. Certaines classes médicamenteuses agissent dans la minute, d'autres mettront plusieurs jours à agir. Et puis chacun répond de manière singulière à la prise d'un traitement. Mais l'effet placebo, lui, sera quasi immédiat, parfois même avant la prise, dès la prescription. On le retrouve pas uniquement dans les pathologies psychiatriques, on le retrouve dans toutes les pathologies, l'effet placebo. La durée pendant laquelle le médicament reste dans le corps va dépendre de sa demi-vie d'élimination. C'est le temps nécessaire pour que la concentration sanguine de ce médicament dans l'organisme diminue de moitié. Et on estime que la quasi-totalité du médicament est éliminée de l'organisme après une durée d'environ 5 demi-vies. C'est vrai que je me rappelle d'un patient qui allait à la selle, par exemple, une fois tous les 7 à 8 jours. C'est vrai que c'était très perturbant pour lui, avec tout ce qui en découle aussi, une sensation d'être plus au ralenti, une sensation bien sûr de ballonnement. Voilà. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment embêtant. Autant on peut considérer normal d'y aller que tous les 2, 3, 4 jours. Ça pourrait être un effet secondaire lié au traitement, mais qui reste un peu maîtrisé et qui ne retentit pas tant sur la vie de l'individu. En revanche, si on dépasse les 6 jours, 7 jours, qu'on arrive à la semaine et plus, c'est très compliqué pour eux. Un autre exemple, c'est la libido. La libido, quand la personne est en couple, ça peut parfois poser des problèmes dans le couple, poser des problèmes d'estime de soi à la personne. Donc c'est vrai que certains effets secondaires, vous voyez, retentissent sur le quotidien de l'individu. Quand j'avais 9 ans, j'avais plein d'amis. On rigolait beaucoup ensemble. Voilà, je me rendais pas vraiment compte. C'est vrai que j'avais une vie normale d'une enfant de 9 ans. Et puis c'est petit à petit, vraiment très lentement, que la maladie elle s'est installée. Et en fait, je pense que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas quand j'ai arrêté mes études vers l'âge de 19 ans. J'avais plus tellement envie de sortir, en fait, j'avais plus envie de faire grand-chose. J'avais l'impression un petit peu d'être sous anesthésie, on peut dire. Il y avait peut-être des bonnes choses qui m'arrivaient, mais voilà, ça restait plat. J'arrivais pas en fait à profiter de la vie. Après, beaucoup de maladresse. Alors ça, c'est vrai que dans la vaisselle, qu'est-ce que je casse? Parce que quand je fais la vaisselle, en fait, soit je fais des mouvements un peu décoordonnés, enfin, ça va faire un mouvement trop brusque, voilà, soit je lâche. Enfin, j'ai les mains qui, quoi que je tienne, ça y est, d'un coup elle lâche. Donc si c'est une bouteille, je casse la bouteille, je casse le bol du déjeuner, enfin. Donc ça m'arrive souvent, et c'est vrai que c'est pénible. Bon, mes parents le savent, donc ils le prennent un peu à l'humour, ils disent Jérémy nous casse tout. Mais bon, voilà, c'est pénible. Par exemple, je pense pas que je pourrais travailler en tant que serveur, parce que là, j'accumulerais la vaisselle. Voilà. Donc oui, donc j'ai eu le Prozac aussi. Alors le Prozac, ça m'a apporté vraiment aucun bénéfice. Mes crises d'angoisse ont augmenté et j'avais une humeur très changeante et j'étais limite agressive. Donc on l'a arrêté assez rapidement. Alors les premiers médicaments que j'ai eus, le premier il y a à peu près 40 ans en arrière, c'était le Xanax. Voilà.
Donc c'est un médicament qui m'a aidé à tenir le coup pendant pas mal de temps. Mais après, avec l'âge, le traitement médical évolue. Alors je mettrai les bénéfices au pluriel, car nous en attendons beaucoup. Ce sont souvent des traitements prescrits au long cours, et la prudence s'impose donc sur le long terme. Je mesurerai ce rapport bénéfice-risque effet indésirable en fonction bien sûr déjà de la sévérité de la maladie et du handicap qu'elle occasionne. Mais il faut aussi bien veiller à ne pas mettre le patient en danger et par les effets iatrogènes de ce traitement, qui peuvent s'avérer encore plus dangereux, encore plus conséquents que la maladie elle-même. C'est pourquoi certains médicaments considérés à risque imposent une surveillance attentive avec des examens complémentaires obligatoires, comme des ECG ou des bilans biologiques, et cette surveillance va être médico-légale. Donc il faut bien la respecter. Notons que certains effets dits indésirables peuvent parfois être utiles, comme par exemple l'effet sédatif des antidépresseurs ou des anxiolytiques, qui vont aider à l'endormissement chez les personnes qui sont insomniaques. Bon, en tout cas, le recueil de toutes ces données, qui vont de la plainte du patient aux examens complémentaires, se fait lors de la consultation et le traitement doit être adapté au cas par cas en fonction de ce recueil. Et alors après, une sécheresse qui va peut-être avec les yeux, sécheresse buccale, le Risperdal, j'étais sec, il fallait que je boive beaucoup, mais je me souviens, c'est un docteur qui me disait, mais de toute façon, il vaut mieux boire juste une gorgée pour s'humidifier un peu la bouche, plutôt que de boire un verre d'eau, parce que ça va revenir dans 2 minutes, donc sécheresse totale. Ça, on peut pas dire que quand on a la dépression, on a envie de mourir, c'est plus qu'on n'a pas forcément envie de vivre, quoi. Et c'est vrai qu'il m'a fallu pas mal de temps avant que les choses commencent à bouger, que certaines choses se mettent en place. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un petit déclic à partir d'un certain moment avec l'arrivée de ma nièce. C'est vrai que c'était vraiment ce petit truc qui a fait que j'ai commencé à me bouger, à ressortir, à reprendre ma vie en main. Le fait de m'occuper de quelqu'un d'autre, en fait, ça fait que... C'est ce qui m'a fait remonter la pente, en fait, plus que du Zoloft ou un autre traitement. Et alors ça, c'était dur aussi, quand je suis sorti de l'hôpital justement en 99, quand j'avais 14 ans, j'ai eu comme effet secondaire des raideurs musculaires. Donc j'étais à l'école un soir, c'était un jeudi après-midi, je me souviens, et il y a le prof qui commence à parler, je commence à prendre des notes, et j'étais rigide, le bras, j'arrivais plus à écrire, j'étais complètement contracté. Donc sur le coup, j'ai eu très peur, j'étais un peu embêté aussi de ne pas pouvoir suivre le cours, enfin noter le cours. Donc je suis rentré à ma mère, je lui ai dit, et on est allé le lendemain matin en urgence à Lanval, du coup à l'hôpital pour enfants, et ils m'ont donné un correcteur, parce qu'ils ont dit oui, c'est vrai qu'avec le Risperdal, ça peut arriver. Donc voilà, le Risperdal, c'était déjà pas la joie, mais ce n'est pas fini. Donc après, j'ai eu de l'Abilify. Alors les effets secondaires, j'avais un petit peu des impatiences, j'avais des petits tremblements mais très légers. Et les médicaments, avec ma propre volonté, sont arrivés à corriger tout ça. Donc le discours que je tiens face aux patients, est plutôt un discours honnête. On essaye d'être honnête dans la présentation des effets secondaires qu'ils peuvent ressentir. En revanche, c'est vrai que, par exemple, pour une instauration de traitement, c'est le début, on va peut-être pas d'entrée trop détailler tout ce package, si j'ose dire, d'effets secondaires. Dans le sens que ça peut être angoissant, et parfois de projeter les éventuels problèmes qui ne sont pas encore à l'heure d'aujourd'hui, puisque la personne démarre son traitement, donc provoquent de l'angoisse et parfois peuvent pousser à être ressentis. Je prendrai comme exemple une petite maladie de peau qui gratte. Il suffirait pour certaines personnes de dire que quelqu'un dans leur entourage a une maladie de peau contagieuse pour qu'ils ressentent certaines lésions et commencent à se gratter et à ressentir cela. Ça serait a priori juste lié à l'angoisse et qu'il n'y aurait pas d'effet biologique. Mais vous voyez, ça peut être induit comme ça.
Donc, pour résumer, on essaie d'être honnête, mais de pas trop détailler et d'attendre aussi que certaines choses viennent d'eux. On rentrera plus dans le détail lorsque la personne posera la question, lorsque la personne amènera un effet secondaire. Donc j'ai eu du Zoloft aussi, et le Zoloft, j'ai pas ressenti d'effet, que ça soit positif ou négatif, ça a été assez placebo en fait. Donc on l'a vite enlevé également. J'ai aussi du Brentelix qui était nouveau sur le marché à cette époque-là, et changement d'humeur quoi. Dès que je l'ai pris, j'étais très changeante, donc pareil, ça n'agissait pas sur les angoisses. Alors, les protocoles à suivre dépendent surtout des médicaments, enfin plus des médicaments que de la maladie. Par exemple, un bilan sanguin mensuel est à respecter sous clozapine, qui est un médicament qui peut engendrer une chute des globules blancs et donc des défenses immunitaires. Un autre exemple avec le lithium. On effectue une prise de sang pour faire un bilan pré-lithium, et puis ensuite tous les mois on dose la lithiémie plasmatique par une prise de sang, car le lithium peut être toxique sur la thyroïde, sur les reins, donc on va surveiller la fonction rénale, la fonction thyroïdienne et d'autres choses. Par ailleurs, il faut tenir compte de la gêne fonctionnelle dont se plaint le malade, des examens complémentaires, de l'examen clinique aussi. Par exemple, on pèse le malade quand on sait que le traitement peut engendrer des prises de poids. Et on fait très attention aussi aux signes d'appel que l'on retrouve lors des consultations pour adapter au mieux le traitement au cas par cas. Donc la consultation nécessite un interrogatoire assez précis selon le médicament que l'on prescrit, et parfois même un examen somatique pour compléter la recherche d'effets indésirables. Ça, c'était en début 2008. Et alors l'Abilify, je l'ai eu peu de temps, j'ai dû l'avoir maximum 6 mois. Ce qu'il fait, c'est qu'il supprime complètement les sensations en fait. J'étais là, j'étais pas triste, j'étais pas heureux, mais ça fait très bizarre curieusement. À la base, j'aurais dit, moi quand ils m'ont donné l'Abilify, ils m'ont dit ça va calmer les différences. Ça, je me suis dit super, parce que vraiment c'est l'horreur. Et en fait, c'est très très bizarre. J'avais l'impression d'être un robot, un Terminator Robocop. Enfin, j'étais là. On aurait pu m'annoncer le décès de mon grand-père ou l'obtention de mon bac par mon frère. C'était pareil, quoi. Je veux dire, c'était tellement stabilisé qu'il n'y avait plus rien d'humain presque. Je me sentais vraiment. En même temps, une sensation bizarre, même s'il n'y a pas de sentiment réel, mais une sensation bizarre. Donc bon voilà, cet Abilify en plus, j'avais quand même des douleurs musculaires, c'est ce qu'on appelle les hallucinations synesthésiques. Moi c'est ce dont je souffre le plus. En fait, je vais avoir l'impression que j'ai le bras cassé, comme j'ai l'avant-bras cassé, l'os cassé, alors qu'en fait c'est une hallucination. Et du coup, je peux souffrir beaucoup physiquement, ou c'est en fait des hallucinations. Moi, en réalité, mon bras il n'y a rien, mes muscles n'ont rien. Donc ça ne soignait pas trop ça, donc ils ont fini par me l'arrêter au bout de 6 mois. J'ai eu d'autres médicaments, notamment, bien sûr pour le diabète, j'ai le Stagine, qui sera un médicament que je prendrai certainement à vie. Mais j'ai eu aussi le Soliant. Là en ce moment, j'ai le Miancérine qui est un relaxant. Donc voilà, ça fait partie des médicaments phares que je prends. S'il nous arrive d'être impuissants envers la détresse des malades, oui, dans l'absolu, nous ne sommes pas tout puissants. Donc on peut parler d'impuissance. En revanche, quand même considérer que ça peut être relativement normal, qu'il n'y ait pas de solution miracle à apporter aux patients, mais qu'il y ait toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire que, quand là vous me parlez de détresse, de souffrance du patient, l'accueillir, être présent, témoigner d'un discours où la personne peut percevoir notre empathie. Tout ça déjà, lorsqu'il y aurait potentiellement en arrière-plan cette sensation d'impuissance, permet d'offrir quand même
de quelque chose à la personne qui pourrait la faire aller dans le sens du mieux-être. Accueillir sa souffrance, la faire verbaliser autour de tout ça. C'est vrai que quand il n'y a pas de solution d'entrée, une solution miracle si j'ose dire, voilà, déjà on peut travailler et on espère aider la personne par ces biais-là. Après, c'est vrai qu'il y a forcément des moments où ça va mieux que d'autres et d'autres moments, ben, ça va pas trop. Mais c'est pas de la grosse dépression comme j'en faisais quand j'étais plus jeune. Voilà. J'ai cette chance-là, c'est que il y a toujours des hauts et des bas, mais maintenant j'ai l'impression d'être un peu plus, d'avoir plus d'outils pour savoir les gérer, ces moments-là. Donc c'est aussi grâce à ça, le fait qu'il y ait pas mal de choses qui aient changé et que j'arrive à mieux gérer les choses, que j'ai pas forcément besoin de reprendre du Zoloft ou un autre médicament. Combien de temps un entretien doit-il durer? Je pense que la durée d'un entretien doit être variable. Elle doit dépendre de plusieurs facteurs, comme l'état de la personne qui consulte donc au moment de l'entretien. Elle doit dépendre aussi du contexte, du lieu. C'est vrai qu'un entretien aux urgences de l'hôpital ne se fait pas dans les mêmes conditions qu'en cabinet ou que lors d'une consultation programmée en institution. Mais variable aussi du fait des troubles de la personnalité, des troubles psychiques qui atteignent le patient et qui le conduisent à consulter. Quelqu'un de très délirant et de très agité par son délire ne tiendra pas une demi-heure en entretien. Ça va plus l'angoisser, l'énerver, ce ne sera pas tenable une demi-heure. Quelques minutes en plus peuvent suffire à ce moment-là au médecin pour décider de la conduite à tenir. Alors que lorsque l'on est dans le cadre d'une cure psychanalytique, chez un freudien par exemple, là la personne va être écoutée 3 séances de 45 minutes hebdomadaires par semaine sur un divan. Donc on voit bien que ce ne sont pas du tout les mêmes conditions que lors d'un examen fait aux urgences pour une pathologie qui est très aiguë. Il faudra néanmoins un temps minimal pour recueillir les données essentielles et répondre au mieux aux attentes des patients ou de la famille ou des gens qui l'accompagnent et prendre les décisions thérapeutiques les plus justes et les plus adéquates possibles. Et alors là, ils ont mis de août 2008 à décembre 2008, ils ont mis du Zyprexa et ils m'ont dit que ça risquait de faire prendre un peu de poids. Moi, à l'époque, je sortais plutôt d'une période d'anorexie. Donc j'aurais dit, bon, c'est pas grave, quelques kilos, je suis pas après, j'étais vraiment en masse. Et donc de août à décembre, j'ai pris 40 kilos. J'étais à peu près 70, je suis arrivé à plus de 100. Et là, ça a été l'horreur. Je pouvais manger une pizza complète. 10 minutes après, c'est comme si j'avais rien mangé depuis 10 heures. Je pouvais remanger une pizza entière. J'étais même pas malade. Je veux dire, maintenant, si je mangeais 2 pizzas d'affilée, je pense que j'aurais des nausées, tout ça. Là, rien du tout. J'avais faim. Je me souviens, je prenais des fruits, mais je pouvais prendre le sac entier de fruits et j'avais encore faim après. Les yaourts, j'avais encore faim. Enfin, il n'y a rien qui me tenait. Donc, c'était vraiment infernal. C'était une faim absolue. Et du coup, quand on est arrivé en décembre, donc pareil, ça me soignait pas les hallucinations synesthésiques. Et ça me faisait prendre du poids. Du coup, le docteur a dit, écoutez, on va arrêter le massacre. Je sais pas si elle l'a dit comme ça, mais elle m'a dit, on va arrêter. Il fait rien, on va trouver autre chose. Et là, je crois qu'ils sont revenus avec le Risperdal un petit moment. Et jusqu'à ce qu'ils me trouvent le Leponex. Alors les effets secondaires, quelquefois ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis de très très bonne humeur, et puis il y a des jours où mon humeur est moins bonne et où je me sens préoccupée par les choses de la vie. Donc voilà, autrement dit, les médicaments aident, mais ils ne font pas tout. Donc finalement, on est revenu au Séroplex parce que c'est celui que je tolère, on va dire, le mieux, avec lequel j'ai le moins d'effets secondaires, si ce n'est que ça m'ouvre l'appétit. Et c'est celui qui me stabilise vraiment l'humeur et qui me motive quand même pas mal. Le souci, c'est qu'il agit pas non plus sur les angoisses. On n'a pas trouvé en fait pour le moment de médicaments qui agissent vraiment sur ça. Donc en cas de crise, je vais prendre du Xanax qui me calme assez rapidement, on va dire, mais pour le moment, pas encore de traitement miracle, on va dire. En cas de détresse d'un patient,
il y a des protocoles, mais la détresse peut être tellement d'ordre que là j'aurais du mal à vous détailler des protocoles. Je répondrais plutôt qu'il faut être global parfois dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'on parle là des effets secondaires, la piste de prime abord serait médicale, essayer de voir au niveau médical avec le médecin psychiatre qui s'occupe de la personne comment faire pour ajuster le traitement, certes. En revanche, il y a parfois des pistes autres que médicales, donc c'est là où on essaie d'être global et où on travaille en équipe, comme on dit, pluridisciplinaire, où il y a des médecins, des infirmiers, des assistantes sociales, parfois d'autres types de travailleurs. Et on pense aussi que c'est avec tout ça, le terme est holistique, une prise en charge holistique, c'est avec cette prise en charge-là aussi qu'on peut vraiment pallier, mieux aider la personne de façon plus profonde, plus globale. On va quand même très souvent partager les choses en équipe. La théorie, c'est que forcément, à plusieurs cerveaux, on trouve plus facilement de réponses, de potentielles solutions aux problèmes. Et puis des orientations, des corps de métier différents, qui font que chacun a une manière de penser ou qui peut être complémentaire. Donc quand on parle du traitement, vraiment traitement médicamenteux, forcément il y aura un partage avec le médecin. Mais c'est vrai que souvent c'est en équipe pluridisciplinaire, on essaye tous d'amener sa pierre à l'édifice. Alors le Liponex, c'est un médicament assez fort, il faut en France 4 mois d'hospitalisation pour le mettre en place. À Monaco, j'ai eu de la chance, il ne faut que 2 mois. Donc ça, c'est vraiment pour lutter contre les hallucinations du corps. Et alors, ils m'ont fait un peu peur quand ils me l'ont donné, parce qu'ils m'ont dit, voilà, c'est le médicament qu'on donne quand tout le reste a échoué. Et je leur ai dit, mais alors si ça marche pas non plus, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, oh, on verra, d'abord on vous le donne, voilà. Alors, il y a pas mal d'effets secondaires aussi. Alors là, c'est l'inverse du risperdal, c'est la surtranspiration. Sursalivation, je m'étouffe ça m'arrive de me réveiller la nuit, je m'étouffe avec ma salive et même dans la journée ça sécrète beaucoup, donc c'est l'opposé total du risperdal. Après, très dur spécialement l'été mais toute l'année, l'hypotension. J'ai eu des problèmes d'hypotension avec ces médicaments, il a fallu que j'aille voir un cardiologue qui a vu que les moments où, ils m'ont passé le holster, je crois que ça s'appelle, hein. Donc il y a tout le holster, du coup je devais noter telle chose et tout, et ils se sont rendus compte qu'en fait les moments où j'étais pas bien, il n'y avait pas de mesure en fait. Et s'il n'y avait pas de mesure, c'est que le cœur battait trop faiblement pour que ce soit noté dans le holster. Donc ils m'ont dit, du coup ça veut dire que c'est de l'hypotension. Et du coup j'ai un médicament contre l'hypotension à prendre constamment. C'est-à-dire j'ai mon traitement psychiatrique tous les jours et le traitement contre l'hypotension. Si je l'arrête, ça redescend. J'allais dire ça remonte, mais l'hypotension ça descend. Et du coup l'hypotension, voilà, je suis épuisé, je peux rien faire. Je me sens, ça m'est arrivé de descendre jusqu'à 8 ou 9 de tension. Donc ça c'était dur, et l'été c'est pire parce que la chaleur, je transpire beaucoup. C'est là du coup qu'on avait vu le cardiologue et depuis j'ai un médicament contre l'hypotension. Le protocole change effectivement d'un établissement à l'autre. En revanche, dans le même établissement, le protocole peut être très différent suivant le type de souffrance, suivant le profil de la personne. Sa personnalité tout d'abord, ensuite sa pathologie. Donc en fait, normalement, il faudrait être censé adapter la prise en charge à chacun, l'individualiser. Pour ça qu'à cette question, je resterai global, voire flou, parce que les protocoles, il y en a dans un établissement des dizaines, d'un établissement à l'autre ça change, mais dans le même établissement, voilà, on va... Malgré tous les protocoles différents qu'on a, on va parfois encore être entre deux pour essayer d'adapter, d'individualiser la prise en charge. Dans certains cas de figure, il n'y a pas 36 solutions, je vous l'accorde. Il y a certains cas de figure où c'est ce protocole et pas un autre. Mais voilà ma réponse, qu'il faudrait l'adapter, l'individualiser vraiment. Donc voilà, à côté de ça, j'ai fait plusieurs thérapies. Donc j'ai fait et je fais encore de la TCC, donc c'est thérapie comportementale et cognitive.
Voilà, en fait, ça serait donc de faire des exercices au quotidien pour lutter contre mon handicap et que, à force de faire les choses, ça me semble, ça redevienne normal en fait, que mon cerveau assimile ces choses-là comme des choses normales et pas comme des efforts surhumains à faire. Alors pour certains médicaments, comme les antidépresseurs, sérotoninergiques notamment, on prévient le patient des effets indésirables pouvant l'affecter en tout début de traitement. Ça peut être des nausées, des céphalées, des tremblements, voilà. Avant même, des effets indésirables qui arrivent avant même que les effets positifs sur l'humeur ou sur l'anxiété n'apparaissent. Donc c'est assez décourageant pour le patient. On préconise alors certains petits trucs pour limiter ces effets indésirables. Par exemple, prendre un petit café pour les maux de tête, prendre le médicament pendant une collation ou pendant le repas pour éviter les nausées. Voilà, et on incite aussi la personne à persévérer malgré ces effets très désagréables. Pour beaucoup de médicaments, ça reste très aléatoire et certaines personnes y seront plus sensibles que d'autres à ces effets indésirables. C'est alors plus difficile d'y préparer le patient car on est dans une grande incertitude là. Donc le traitement actuel qui me réussit le plus, c'est le Miancérine, qui m'a beaucoup aidé à avoir des nuits plus paisibles parce que j'avais des nuits un peu tourmentées où je dormais pas bien. Et là, depuis quelques 2-3 ans, ça m'a bien soutenue. Palpitations en même temps, alors les angoisses, ça vient aussi des palpitations quand j'ai été hospitalisé en 2015. Pour les angoisses, ils ont vu que j'avais des palpitations au cœur. Bon voilà, c'est vrai que chaque fois que je vais chez la généraliste, elle me prend la tension a tendance à être basse, mais les pulsations sont très hautes. Elle me dit, oh, vous avez encore ça, vous êtes angoissé? Je dis, bah tout le temps, c'est toujours un sentiment d'angoisse, ces palpitations. Et les somnolences, alors ça aussi, comme le Risperdal, beaucoup besoin de dormir et sans être complètement reposé. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de conduire. Parce qu'il m'est arrivé 2-3 fois de quasiment m'endormir au volant. Et me réveiller vraiment au dernier moment à 1 mètre d'un piéton. Donc là, j'ai dit non, je veux pas avoir la mort d'un piéton sur la conscience, j'arrête. Je conduis plus, tant pis, ce sera pas facile, il faudra prendre le bus, il faudra prendre le train, mais il faudra qu'on me mène des fois, mais je conduis plus, c'est trop dangereux, je veux pas causer la mort de quelqu'un, tout en sachant que j'ai les médicaments, donc que ça fatigue et tout, j'aurais vraiment été coupable devant un jury, je pense, donc non, ne pas m'embarquer là-dedans. Sinon, au niveau des hospitalisations, j'en ai eu quand même une dizaine, donc au CHPG à Monaco et aussi dans une clinique privée sur Nice. Alors le souci, c'est que ça me fait beaucoup de bien sur le moment parce que je suis dans un cocon et donc du coup j'ai plus à me stresser pour les choses à l'extérieur, mais je me suis rendu compte que quand je sortais, bien souvent j'étais encore plus angoissée parce que je m'étais habituée justement à ce cocon en fait de sécurité. Donc oui, notre formation d'infirmier traite des traitements et des éventuels effets secondaires des patients. Il y a tout un module théorique qu'on nous apporte en formation là-dessus, avec d'abord la pharmacologie, l'étude des médicaments et surtout comment ça se passe à l'intérieur de l'organisme une fois qu'ils sont ingérés. Donc oui, et puis ensuite, en pratique, ce qu'on voit beaucoup en stage, les effets secondaires, suivant les types de traitements. Effectivement, on a des apports théoriques là-dessus. Il me semble que la formation, de par la théorie, mais aussi beaucoup en stage en pratique, nous apporte quand même beaucoup d'éléments pour comprendre ces effets secondaires, avoir une base de connaissances. En revanche, c'est vrai que l'expérience professionnelle aide aussi. On voit plus de cas de figure. Encore une fois, chacun est différent. Donc, au plus d'années, je pense, on fera dans le métier, au plus on aura une vision d'ensemble là-dessus. Mais les connaissances des infirmiers me semblent développées en formation. La maladie au quotidien provoque des problèmes de relations avec les amis, avec la famille. Donc souvent, ces maladies ne sont pas comprises par le milieu familial et ne sont pas comprises par les amis de longue date parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas fait comme les autres. Alors que les gens qui ont des problèmes de ce style, parfois, ont des ressources bien cachées qu'on ne connaît même pas.
Mais en fait, j'en ai pas vraiment parlé à mon entourage. Il y a surtout ma maman, en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et elle essayait de m'encourager, mais bon, je pense qu'elle savait pas trop comment s'y prendre. Du coup, je voyais qu'elle s'inquiétait, puis quand ma nièce est née, je me suis dit, ok, bon, je vais voir. J'y croyais pas trop, hein, mais je suis vraiment allée voir le médecin pour voir s'il pouvait faire quelque chose. Au final, cette démarche était bien aussi parce que ça m'a poussée un petit peu à sortir de ma zone de confort. Mais ce qui m'a vraiment aidée, en fait, c'est ma nièce, en fait. Merci à ma nièce. J'ai eu des hospitalisations au début à court terme et ça m'avait beaucoup fait de la peine parce que j'avais une vie professionnelle qui était vraiment très bien et ça m'a causé des problèmes dans ma vie professionnelle, mais quand même pendant des années j'ai quand même assumé malgré mes absences. Bon, ça pose des problèmes au niveau du travail parce que bien sûr maintenant à notre époque il faut aller beaucoup plus vite, mais moi j'ai fini ma carrière, alors donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Certaines conditions, lors de la prescription d'un médicament, ne permettent pas toujours au médecin prescripteur de prévenir le malade des différents effets indésirables qu'il peut entraîner ce traitement. Par exemple, un patient, encore une fois, très agité, la situation imposera un traitement en urgence, souvent sous une forme injectable, sans que le patient soit d'accord, hein, parce qu'il sera opposé à tout traitement dans ces moments-là. Ou bien une personne très délirante aura un tel trouble du jugement que de lui annoncer la liste des effets indésirables possibles n'aura que peu de valeur informative à ce moment-là. Hein. Et puis, la nosognosie, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, ne permet pas aux malades d'avoir le discernement nécessaire à la bonne acceptation du traitement, quels que soient ses effets bénéfiques comme ceux qui seraient indésirables. Hein, puisqu'il n'est pas malade selon lui, ne présente pas les symptômes que vous et moi nous verrions. Et à ce moment-là, pourquoi prendre un médicament si on ne se sent pas malade? Néanmoins, un médecin pourrait être attaqué en justice et même être condamné s'il a prescrit un médicament hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, et que ce traitement ait entraîné des effets iatrogènes graves. D'autant plus s'il n'en a pas prévenu son patient, des risques encourus par cette prescription. Il pourrait aussi être inquiété, voire condamné, s'il n'a pas assuré la surveillance médico-légale dans de tel ou tel traitement pour éviter, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y ait une baisse des défenses immunitaires sous clozapine ou un allongement de l'espace cuté à l'électrocardiogramme qui peut entraîner des troubles du rythme sévères sous certains neuroleptiques. Hein. Donc, il faut prévenir le patient quand on peut le faire. Il faut prescrire dans les limites des autorisations de mise sur le marché, des AMM, et il faut bien penser à faire les surveillances nécessaires sur des traitements à risque. Y aurait-il des progrès à faire? Je pense que oui, toujours. Appuyer sur le terrain des passerelles entre les lieux de stage et la formation, effectivement, serait peut-être intéressant. Je pense aussi, le terme progrès me fait penser tout simplement au progrès de la science. Et c'est vrai que actuellement, on a des traitements, toujours en parlant de traitements neuroleptiques principalement, des traitements neuroleptiques qui ont moins d'effets secondaires. On parle de neuroleptiques atypiques depuis quelques années, c'est relativement nouveau. Et pour vous nommer certaines molécules, comme par exemple l'aldol ou le clopixol, qui sont des molécules plus anciennes, avaient plus d'effets secondaires. Maintenant, la science, dans les laboratoires, ils trouvent des molécules autres qui, c'est vrai, ont moins d'effets secondaires, permettent aux patients d'avoir une vie plus normale, avec moins d'incidence au quotidien. Donc c'est vrai que quand on parle de progrès, la science a quand même fait beaucoup ces dernières années. Pour revenir sur les médicaments, voilà, le Séroplex, pour ma part, m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que il m'aide à pas sombrer dans la dépression, on va dire, et à accepter mon handicap et mes soucis.
Donc c'est vrai qu'ils m'aident beaucoup. Après, bon, pour vraiment à proprement parler mes angoisses, pour le moment, ouais, on n'a pas trouvé. Et le Xanax m'aide beaucoup aussi parce qu'il calme assez rapidement quand je fais vraiment des attaques de panique assez importantes. Donc il me calme bien, quoi. Voilà tout ça. Donc après, c'est vrai que quand même, le Leponex, il a tous ses problèmes, mais il m'aide. J'ai plus les hallucinations synesthésiques, ça se calme. Si j'ai un peu de stress, qu'on me brusque un peu, ça revient, mais avec le Leponex, c'est gérable. Après, ce qu'il y a, c'est des angoisses. Alors c'est vrai que le Leponex, il n'est pas censé gérer ça. Donc il y a des angoisses modérées, mais l'année dernière, en janvier 2018, le docteur a dit que ces angoisses peuvent aussi être un type d'hallucination synesthésique aussi. Donc bon, elle m'a augmenté le Leponex début janvier 2018 et ça s'est calmé après. Donc bon, le Leponex joue un peu aussi sur ça quand même. Donc bon, je ne regrette pas de le prendre. C'est vrai, depuis que je le prends, donc depuis 2013, depuis une hospitalisation de 2013, bah quand même, je respire mieux. Il y a surtout les angoisses et tout ça. Donc il faut faire avec les effets secondaires, voilà. Alors moi, le plus qui m'a marqué, c'était le Temesta, parce que voilà, c'est un médicament assez fort qui permet aux gens de rester un peu plus calmes, mais ça abrutit un peu, ça abrutit. Donc on a moins de réactions vives, on a moins d'allants. Donc c'est un médicament qui pour moi a été difficile à accepter. Si demain les choses venaient encore à se dégrader, tout dépend de la situation. Je pense que si c'est vraiment une grosse dégradation et que j'aurais vraiment du mal à gérer les choses, là j'irai sûrement reconsulter un médecin. Mais en fait, je pense que la vie fait que j'ai pu me forger certains outils pour gérer ce genre de situation. Contrairement à quand j'étais plus jeune, où voilà, moi je subissais sans forcément savoir ce que c'était, sans forcément avoir envie de régler les problèmes que j'avais. Il faut que le médecin ait bien en tête toujours cette balance entre les bénéfices que l'on peut tirer d'un traitement qui ne sera pas dénué d'effets indésirables. Donc entre les bénéfices et les éventuels effets iatrogènes que l'on entraîne en prescrivant tel ou tel médicament. C'est important d'avoir toujours cette vue d'ensemble. Pour vous parler un peu de mon quotidien, c'est assez difficile parce que du coup, à cause de ces crises de panique, je ne reste jamais toute seule, donc je dois toujours être accompagnée, que ce soit dans la rue ou même à la maison. Je peux pas rester seule. Si je suis seule 3 minutes, je vais vraiment faire une crise, donc plus ou moins violente. Donc ça n'a pas été facile pour mon entourage de l'accepter. Mes amis encore moins, donc du coup, y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui n'ont pas envie de comprendre ou qui n'ont même pas envie d'essayer de comprendre, donc qui vous laissent un peu tomber. Donc oui, ça aussi, du coup, c'est une épreuve. Et dans le milieu du travail aussi, hein, c'est pas facile, malgré que j'ai le statut travailleur handicapé. J'ai de grosses difficultés pour trouver un travail. Voilà, ce sont des maladies difficiles à comprendre et difficiles à gérer. Je pense aussi que en abordant ces questions des effets secondaires, il y a d'autres éléments peut-être à rajouter comme la notion d'acceptation, la notion de deuil. Parfois, il y a une maladie qui émerge avec un besoin de prendre un traitement et parfois la personne ne retrouvera pas tout, biologiquement, socialement, psychologiquement et autres, de ce qu'il a faisait antérieurement. Le but étant qu'elle se retrouve, oui, mais peut-être qu'un élément, plusieurs, elle aura la sensation de les avoir perdus, que ça a changé.
Et c'est vrai que là, c'est des notions psychologiques aussi à travailler avec la personne, qui serait la notion d'acceptation, la notion de deuil, de lâcher prise. Mais c'est vrai que l'équipe soignante a aussi ces notions à travailler. Lorsqu'on veut aider un patient, lorsqu'on voudrait qu'il n'ait plus du tout d'effets secondaires, dans certains cas c'est possible et heureusement, ça se passe très bien et la personne n'a plus d'effets secondaires. Dans d'autres cas malheureusement, il en reste un petit peu. Et autant le patient que l'équipe qui l'aide, à un moment, s'ils ont essayé beaucoup de pistes, peut-être que la clé est aussi dans l'acceptation.